voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Alors nous recevons aujourd'hui Marc Bergère, professeur des universités en histoire contemporaine et spécialiste de l'épuration en France. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, quand je dis spécialiste de l'épuration, épuration, c'est un mot très polysémique, s'il en est. Cela mérite bien sûr quelques précisions. On va voir ça tout de suite. Vous êtes auteur d'un certain nombre de livres, je dirais des livres grand public, qui sont édités majoritairement aux presses universitaires rennaises, mais vous avez aussi édité un petit que sais-je, il y a 3 ou 4 ans, je pense. En 2018 et réédité en 2023. Voilà. Et un dernier livre, alors paru cette fois aux presses universitaires de France, au PUF, donc dont le titre est « Ligne de fuite ». Un très beau titre et sous-titré « L'exil des collaborateurs français après 1945 ». Alors, il y avait eu donc tous ces ouvrages-là, mais on va parler aujourd'hui, Jean-Louis, je pense, de façon générale, même si tu t'es appuyé beaucoup sur ce dernier livre, Ligne de fuite. On va parler évidemment de Ligne de fuite, mais on va essayer de balayer un petit peu les choses, et en commençant peut-être par la trajectoire, c'est-à-dire... Alors, Angevine, je crois, ou la région d'Angevine, familialement. Mais après, si on peut avoir un petit peu les épisodes de l'école, du collège, du lycée, et peut-être après comprendre comment est arrivée l'histoire dans votre vie. Vaste programme. Donc, alors, de fait, des racines angevines. Je suis angevin, sud Mayenne ou nord Anjou, ça dépend de si on parle de la province angevine au sens historique du terme. Le bassin familial, côté maternel comme paternel, c'est effectivement donc le pays de Château-Gontier, donc en Mayenne. Donc, mais moi, j'ai effectivement très vite, du fait des choix de carrière de mon père, donc habité Angers, les Ponts de Cé, juste à côté d'Angers, et la vraie commune de bord de Loire, parce que Angers n'est pas au bord de la Loire, contrairement à ce que disent certains journalistes parfois parisiens. Donc c'est sur la Maine. Donc je suis angevin, et de fait j'avais consacré ma thèse, mes premiers travaux d'historien ont porté sur l'Anjou. Donc, et je reste finalement, j'ai d'ailleurs grand plaisir à figurer aussi, on parlait tout à l'heure des presses universitaires de Rennes, un de mes collègues, Jean-Luc Marais, a dirigé un ouvrage collectif sur les historiens de l'Anjou, et il m'a fait le plaisir, et je dois reconnaître un peu l'honneur, donc de figurer au sein de cette chronique des historiens de l'Anjou, puisque de fait j'ai consacré pas mal de travaux à l'Anjou, et je continue, moins que par le passé, depuis que je suis devenu breton de résidence, mais je continue à travailler sur ce territoire. Donc c'est important, vous faites bien de commencer par ça. On est, je pense, enraciné dans un territoire. Je suis enraciné dans ce territoire angevin, même si je suis breton désormais, depuis, et installé en Bretagne depuis les années 2010. Pour ce qui est du parcours scolaire, moi je suis un littéraire. À l'époque, ça s'appelait encore la série A, donc j'ai très tôt opté, ce qui n'était pas tout à fait votre cas vu votre formation, non, pas tout à fait. Vu votre orientation ultérieure. Donc j'étais donc déjà littéraire. Alors pour autant, est-ce que j'étais prédestiné à l'histoire? J'en sais rien, mais j'ai toujours eu effectivement deux fers au feu et deux passions, qui étaient d'une part, j'hésitais entre l'enseignement et le journalisme, pour être tout à fait honnête, quand j'étais lycéen. Et je pense qu'effectivement, paradoxalement, avec le métier d'enseignant-chercheur, même si je ne compare pas l'écriture scientifique à celle du journaliste, j'ai réussi à concilier néanmoins ces deux passions, qui est celle d'enseigner, que j'ai toujours eu et que j'ai longtemps exercé chevillé au corps, et puis celle de pouvoir écrire et d'avoir la possibilité professionnellement d'être dans une situation où on peut passer à l'écriture. Donc de ce point de vue-là, il y a un bon équilibre. Mais donc de fait, si je remonte aussi loin que je remonte, c'était effectivement les deux, quand j'ai
j'étais à la sortie de lycée. Mais par contre, pour ce qui est du choix de discipline, il n'y a pas eu d'hésitation. C'est souvent lié à des rencontres. Et j'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours des professeurs d'histoire, géographie au collège et au lycée, tout à fait remarquables. Monsieur Révillon, je veux les citer parce que c'est vrai qu'on les cite pas souvent, Monsieur Chauvat et Madame Lardeux, mais c'est les 3 professeurs que j'ai eus finalement sur l'ensemble de mes 7 années de collège et de lycée. Et je pense que ça a très largement pesé sur mon choix d'études ensuite, qui était donc de faire de l'histoire. Après, pour ce qui est de la trajectoire scolaire, finalement, elle est intéressante, finalement, puisqu'on est en Bretagne et on est dans l'Ouest en général, elle est intéressante à rappeler. Moi, je suis un enfant des 2 écoles, très, très clairement, puisque donc entre le primaire, le secondaire et l'université, finalement, je suis passé successivement de l'enseignement privé catholique sous contrat à l'enseignement public, jusqu'à faire carrière dans l'enseignement public et même à être associé à la gouvernance d'une grande université, donc Rennes 2 en l'occurrence. Donc j'ai cette ça témoigne aussi d'une certaine réalité de l'Ouest de la France où effectivement les 2 enseignements coexistent très largement, quasiment à 50-50 par rapport à cela. Et donc moi j'ai été effectivement je suis issu de ces 2 écoles aussi. Donc ce qui me permet aussi parfois d'ailleurs de maintenir des liens. C'est pour ça qu'un de mes collègues de Rennes 2, on a aussi développé tout le projet autour de Marcel Callot aussi, le mémorial qui est en place Sainte-Anne par exemple, qu'on a pu donc développer donc dans notre rôle d'historien. Attention, nous on en reste à ce rôle d'historien, et notamment moi d'historien Seconde Guerre mondiale par rapport à son profil. Donc oui, ça c'est un peu mon parcours. Donc très tôt, l'histoire, donc les concours d'enseignement, donc le CAPES en particulier. Oui, une partie enseignement en lycée. Ah, très longtemps. Oui, moi je suis vraiment j'ai d'abord été enseignant et longtemps enseignant. Je suis resté donc enseignant. Je suis arrivé à l'université simplement à 40 ans, donc j'ai enseigné plus d'une quinzaine d'années donc dans le secondaire, où j'ai exercé d'ailleurs différentes fonctions. Quand j'étais jeune maître auxiliaire, j'ai même été éducateur spécialisé en section d'éducation spécialisée, tel qu'on les appelait donc à l'époque, et j'en garde de très très bons souvenirs aussi. Et puis ensuite le lycée, et notamment un lycée qui m'a plus marqué que d'autres, parce que j'y ai conservé des amitiés très très fortes. C'était le lycée Blaise Pascal à Segré, parce que j'ai exercé une douzaine d'années là-bas. Ça a été mon dernier poste dans le secondaire, donc dans le public, là, cette fois-ci, vous voyez. Et donc là, oui, effectivement, le lycée, très longtemps. C'est vrai qu'à ce moment-là, rien ne me prédestinait forcément donc à devenir enseignant-chercheur. Ça s'est construit au fil du temps. Ça a été le fait de choix d'opportunités, de rencontres aussi, donc avec notamment ma directrice de thèse, Jacqueline Saint-Clivier, donc qui était professeure à Rennes 2. C'est elle qui m'a, si je puis dire, amené à venir à Rennes 2 en tant qu'angevin, puisque c'était quand même l'une des meilleures spécialistes de la Seconde Guerre mondiale dans l'Ouest. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrit en thèse ici, en DEA d'abord, parce qu'il y avait encore un DEA, et en thèse ensuite. Donc, mais c'est vrai que à ce moment-là, je ne pensais pas forcément donc totalement à une carrière d'universitaire. Alors il y a eu un autre élément qui a été déterminant dans ma trajectoire et qui est important, c'est mon passage aussi au sein d'un laboratoire du CNRS qui s'appelait l'Institut d'Histoire du Temps Présent, donc l'IHTP, qui était un gros laboratoire du CNRS parisien, mais qui fonctionnait sur un réseau, ça ne se fait plus beaucoup, mais sur un réseau de correspondants départementaux très puissant. Il y a eu jusqu'à 80 correspondants départementaux, et souvent ils allaient chercher donc des jeunes chercheurs qui finalement étaient professeurs dans le secondaire et qui avaient des thèses en cours pour justement participer à ces grandes enquêtes collectives qui étaient lancées au niveau national et déclinées au niveau local. Pour moi, ça a été vraiment déterminant. J'y suis resté à l'IHTP de 1994 à 2002. Donc c'est un passage d'abord comme correspondant puis comme chargé de recherche. J'ai fait ma thèse dans ce cadre-là aussi. Et donc il y avait une émulation entre recherche individuelle et recherche collective qui était remarquable. Et puis j'y ai aussi cultiver ce que certains de mes collègues qui regardent mes travaux ont vu parfois lors de mon jury d'habilitation à diriger la recherche comme une sorte de marque de fabrique, c'est-à-dire la culture des emboîtements d'échelles. Moi, j'aime bien effectivement emboîter les échelles du local au national en passant par l'international, le transnational, de l'individuel au collectif. Enfin, et ça, je l'ai tiré d'une certaine culture IHTP qui a été pour moi
jeune prof de lycée, il faut bien reconnaître que quand vous vous retrouvez en réunion de laboratoire avec Henri Rousseau, avec Denis Péchanski, Robert Franck, Marc-Olivier Baruch, etc., car c'était tous mes collègues de labo, de fait, c'était quand même extrêmement fécond. Donc c'est l'occasion aussi de dire que ça a pesé lourd, et c'est peut-être à ce moment-là, si vous cherchiez le moment où je me suis dit comment je vais bifurquer, c'est au moment où c'est là que j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait la possibilité de faire une autre carrière. Enfin, il y a une autre carrière qui pouvait s'ouvrir à moi après une quinzaine d'années. C'est bien de voir ça, parce que ça veut dire que rien n'est écrit, finalement. Ah non, et je le dis souvent à mes étudiants, je le disais souvent aussi aux élèves, parce que ça m'arrive, si j'y suis invité, à aller dans des forums de métier, par exemple, pour présenter le métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur à de jeunes lycéens. Oui, non, rien n'est écrit. Puis on a plusieurs vies dans une vie, on peut avoir plusieurs carrières dans une carrière. Et plusieurs passions dans la même vie. Donc voilà, et moi j'ai fait tout ça aussi, même si on est engagé en voie professionnelle. Vous l'aurez compris, moi j'ai commencé très tôt à travailler, parce que de fait, j'ai commencé à travailler, c'était possible à l'époque dès le CAPES, et même dès la licence en poche quasiment, comme maître auxiliaire. Et ensuite, j'ai toujours tout fait, tout en parallèle, tout en travaillant, et les concours, et le DEA, et la thèse. Donc c'est vrai que ça veut dire il y a plein d'opportunités qui restent ouvertes. On n'est jamais enfermé ad vitam aeternam dans un choix de vie. Et ça, je pense que c'est important de l'entendre et d'en avoir conscience, oui. Alors, comment vous êtes arrivé, par contre, à la période sur laquelle vous vous consacrez depuis des années maintenant, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale? Comment ce sujet-là est arrivé chez vous? Alors déjà, j'avais je pense, un petit tropisme Seconde Guerre mondiale qui était personnel, alors pas par histoire familiale, mais parce que effectivement c'était lié, je pense, aussi à la formation que j'ai reçue. J'avais des professeurs, je parlais de mes professeurs tout à l'heure, qui nous avaient proposé de participer au concours national de résistance à la déportation, tel qu'il était présenté dans pas mal d'établissements. J'y avais participé, j'en avais été lauréat, ça m'avait intéressé. Donc ça, déjà, il y avait cette prédisposition-là qui fait que la Seconde Guerre mondiale me plaisait bien. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça restait quand même très vague, finalement, de savoir au sein de cet empan qui est énorme, la Seconde Guerre mondiale, c'est un objet énorme sur lequel il y a une bibliographie déjà colossale, y compris quand j'étais là je vous parle du moment où je réfléchissais à un sujet de thèse éventuel dans les années 90. Ce qui a été déterminant pour moi, c'est un article, en fait, tout bêtement. Un article donc de Henri Rousseau dans la revue 20e siècle, qui s'appelait à l'époque 20e siècle, maintenant ça s'appelle 20e et 21e siècle, mais c'est toujours la même revue, et qui s'appelait donc L'épuration en France, une histoire inachevée, article dans lequel il brossait déjà l'état des savoirs, tout en soulignant aussi toute une série d'angles morts qui, selon lui, restaient à la portée des historiens qui voulaient bien s'en emparer. Et là, ça a été un peu le eureka en me disant, mais voilà pourquoi. Donc, Est-ce que le fait que là, vous travaillez sur une période finalement qui n'est pas très éloignée de nous, est-ce que ça pose des problèmes particuliers pour un historien, je veux dire du point de vue du métier d'historien? Non, on a longtemps pensé... Parce que vous avez encore des gens qui sont vivants. Enfin, de moins en moins, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était le cas. Donc, non, ça n'a pas... Oui, on a souvent objecté la question de la subjectivité possible des sources. Il y a parfois eu un problème d'accessibilité aux sources, ça faut bien reconnaître, en raison de la réglementation qui s'est quand même pas mal assouplie depuis, mais c'était pas complètement le cas quand j'ai commencé. Malgré la loi de 79, il y avait la question des dérogations qui fait que il fallait quand même montrer patte blanche, si je puis dire, et obtenir les dérogations pour consulter des dossiers qui étaient parfois sensibles justement sur cette période. Mais ça, c'était plutôt il y avait une dimension un peu stimulante plutôt, hein. Donc il y avait la question un peu de braver pour une sorte d'interdit, mais il y a cette dimension-là sûrement qui pouvait jouer. Donc non, moi j'ai jamais été... on est plutôt confronté à l'inflation des sources, parce que parfois les gens se disent finalement vous allez manquer de sources, mais non, on a beaucoup de sources sur cette période. J'ai jamais vécu ça comme un handicap. Ça a été au départ le choix de mon sujet qui a plus posé question. On m'a longtemps demandé, mais pourquoi avoir choisi entre guillemets, le camp des collaborateurs, quelque part? Pourquoi ne pas travailler sur la résistance? Alors, d'une part, je répondais que justement, la résistance avait déjà été beaucoup travaillée, ce qui était aussi un peu le cas de la collaboration, mais moins. Et puis, ça, c'est vrai que c'est aussi une démarche un peu personnelle. Moi, j'aime bien questionner les zones grises.
donc de l'histoire. Et effectivement, donc celle-ci en est une par définition. Donc voilà, pour moi, c'est aussi une façon de faire de l'histoire. Alors, Félix a rappelé tout à l'heure les ouvrages que vous avez publiés. Donc là, il y en a un qui est tout récent. Donc évidemment, on va essayer de se concentrer sur ces lignes de fuite. Donc sous-titré, comme tu l'as dit, Félix, sur l'exil des collaborateurs français après 1945. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant, très clair, très facile à lire et qui apporte beaucoup de renseignements sur cette collaboration post-guerre. Et donc on va consacrer quand même du temps à cela. Alors, une des premières choses, c'est vous intéresser à l'exil, mais pas à l'exil seulement qu'on peut comprendre comme des départs à l'étranger, mais ça prend plusieurs volets. Oui. Alors ça, ce serait intéressant déjà de... C'est vrai, et c'était le pari du livre, et c'est ce qui fait son caractère. Je ne suis pas le premier à écrire sur le sujet, hein, bien sûr, il ne faut jamais avoir cette prétention-là, et c'est d'ailleurs bien pour l'historien de pouvoir s'inscrire dans une lignée de travaux déjà existants, mais l'originalité et la dimension inédite du livre réside sûrement... Alors, l'éditeur ne voulait pas du pluriel dans le sous-titre. Et je comprends, ça n'aurait pas été très vendeur. Donc, il y a le pluriel dans le titre, ligne de fuite, mais après, c'est l'exil au singulier. Et pourtant, c'est bien, vous avez raison, une typologie de l'exil. La première acception auquel on songe souvent, c'est bien sûr ceux qui ont fait le choix de partir à l'étranger. Et on pense l'Argentine, on pense le Canada, on pense l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Irlande pour les Bretons. Enfin, voilà. Pas forcément la Suisse, pas forcément... Non, c'est vrai, on pense plutôt Argentine, c'est vrai. Mais donc, voilà, l'étranger, ça, c'est sûrement la dimension sur laquelle il y avait le plus de travaux déjà. Moi, j'ai considéré aussi que c'était important d'y associer ce que j'appelle l'exil intérieur, car il y a énormément de collaborateurs qui sont restés et qui ont changé d'identité, qui se sont cachés, qui ont parfois vécu reclus, plus ou moins par choix ou par obligation, et qui ont parfois aussi été condamné à une forme, alors ça, moi-même, je fais mon mea culpa parce que je l'avais sous-estimé dans mes travaux antérieurs. Je trouve que les historiens de l'épuration, dont je suis, je m'inclus encore une fois à l'intérieur, n'ont pas prêté assez attention à une peine qu'on considère souvent comme accessoire, et de fait, c'est une peine dite accessoire à d'autres condamnations, c'est l'interdiction de séjour et l'interdiction de résidence. Et quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'une interdiction de séjour ou qu'est-ce qu'une interdiction de résidence? C'est bel et bien une forme aussi de bannissement intérieur. Ça condamne ipso facto les gens concernés. Et donc, j'ai essayé de revenir sur ce point parce que, mine de rien, ça concerne quand même, sans doute, au bas mot, 15 à 20 000 Français et Françaises de la Libération. Donc, voilà, j'ai traité de l'exil intérieur. Et puis, j'ai voulu aussi, là, c'est un peu audacieux, je le reconnais, mais il se trouve que j'ai trouvé un cas d'espèce, un cas d'école, si je puis dire, qui, pour moi, correspond parfaitement. Je pense aussi que en s'exilant à l'extérieur ou pas, en s'exilant à l'intérieur ou pas, on a pu aussi, donc certains ont pu ériger l'écriture justement en refuge possible. Et là, je m'appuie notamment sur la biographie et la bibliographie en même temps de Michel Mort, qui je pense que pour moi est l'archétype et assumé d'ailleurs, donc de l'écrivain qui d'ailleurs a testé l'exil, il s'est auto-exilé lui-même aux Amériques à la fin des années 40, au début des années 50, qui ensuite est revenu en France où il a fait très belle carrière littéraire en tant qu'académicien. Il a publié une trentaine d'ouvrages, mais qui en même temps s'est construit une œuvre littéraire, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale, de l'exil, de la défaite, de la guerre civile, etc., qui pour moi constitue véritablement une sorte de patrie intérieure, et sachant que lui-même, lors d'une interview qu'il donnait à un journaliste, je crois, du Télégramme, vers la fin de sa vie, se définissait, je le cite d'ailleurs dans l'ouvrage, comme étant un émigré de l'intérieur en exil à sa propre patrie. Donc je pense que sa patrie idéale, réelle, donc c'est la troisième typologie, c'est l'écriture comme refuge. Donc voilà, vous avez raison, il y a un singulier, mais en fait, c'est trois formes d'exil différentes. On va peut-être pas avoir l'occasion de revenir sur Michel Mort, mais on peut souligner que c'est un Breton, en fait, d'origine. Tout à fait, il est de Morlaix. Il est de Morlaix, oui. Il a eu une vie très longue.
puisqu'il est décédé au XXIe siècle. Oui, tout à fait, oui. 2011. C'est ça, exactement. 97 ans, je crois. C'est ça. Et c'est un nom qui a disparu quand même des radars. C'est assez étonnant, effectivement, alors que c'est un écrivain prolixe, académicien, encore une fois. Il a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages. Alors, tous ne sont pas consacrés à l'arrière-plan de la Seconde Guerre mondiale, mais une bonne vingtaine d'entre eux, quand même. Ça montre la présence de sujets dans son œuvre littéraire par rapport à ça. Moi, je l'ai rencontré par hasard dans un travail antérieur que je faisais sur les miliciens français réfugiés au Canada, et au Québec en particulier. Et j'ai constaté qu'un jeune écrivain français que je ne connaissais pas, je dois bien le confesser à l'époque, qui s'appelait Michel Mort, avait publié en 1949 un roman intitulé « Mon royaume pour un cheval », où il était question de cette présence. Donc je l'ai lu, bien sûr, je me suis empressé de le lire. Et puis en le lisant, c'était quand même très troublant, parce que j'avais l'impression de lire un peu en parallèle ce que je voyais dans les archives. Je me suis dit, mais comment cet écrivain peut-il connaître aussi bien la réalité Donc je me suis informé simplement sur qui était Michel Mort, et c'est là que j'ai découvert que lui-même avait quitté la France en 1946, de son propre choix. Et donc, et j'ai comme ça, j'ai après... Vous ne l'avez jamais rencontré ? Non, vous auriez pu. J'aurais pu, parce que de fait, au début de mon travail, notamment alors pas pour ce livre-là, mais sur Vichy au Canada que j'avais fait, donc où j'avais testé un peu la méthode, en fait, faut être honnête, qui avait été publiée aux presses universitaires de Rennes et aux presses de l'Université de Montréal. J'aurais pu à ce moment-là le rencontrer, oui. Et il n'a pas été mis sur la liste noire des écrivains pour une après raison... la guerre. Pour quelle raison ? Parce qu'il a publié parce qu'il n'avait publié que des chroniques littéraires, en fait, pour l'essentiel, dans la revue collaborationniste, dans des revues collaborationnistes dont je suis partout. Il n'a jamais caché ses Jean d'Ormesson, on l'appelle anarchiste de droite, je crois, ou d'ultra-droite même. Oui, lui-même corrige d'ailleurs pour dire qu'effectivement, il le revendique. Il a clairement choisi son camp. Il était très proche de certains milieux collaborationnistes, notamment de Bassompierre. Et il ne se remettra jamais vraiment du fait qu'il a été fusillé. Et on peut encore trouver les ouvrages de cet écrivain. Moi, je le connais de nom, je sais un peu qui c'est, mais j'avoue que je ne l'ai jamais lu. Une partie, parce qu'il est très bien distribué, une grande partie de son œuvre est en folio, donc alors on peut les recommander. Et puis pour des plus anciens, j'ai dû recourir aux bouquinistes, à Becherel notamment, et c'est comme ça que j'ai pu me reconstituer ma bibliothèque, parce que de fait, notamment son premier titre, 1945, le Répit, j'ai eu du mal à le trouver. Donc, mais non, j'ai réussi à me les procurer tous, mais il reste encore pour certains titres distribués en collection folio, puisque c'était une des plumes de Gallimard, notamment. Oui. Et notamment, c'était lui qui était le référent littérature nord-américaine, pas longtemps, chez Gallimard. Oui, il a eu des responsabilités éditoriales très importantes. Oui. Alors, on va revenir, donc on va fermer la parenthèse Michel Mort. Tu pourrais y revenir, Félix. Non, mais il y a tellement d'autres choses. Mais essayons de prolonger ces collaborateurs qui vont partir à l'exil ou rester en France sous une autre forme. Ça représente des grands nombres ? Est-ce qu'on a une idée, finalement, de... Oui, on peut avoir une idée. Alors, c'est difficile, il faut bien vous dire que écrire cette histoire-là, c'est oui, parce qu'il y a des histoires particulières aussi. C'est se confronter à un processus d'effacement. Ces gens-là n'avaient aucun intérêt à laisser les traces, vous l'imaginez bien, puisque c'est quand même par définition... Pas tout à fait. On verra après, il y en a d'autres qui... Il y en a des qui sont très bavards, mais une fois qu'ils sont bien installés à l'étranger. Mais dans un premier temps, reconstituer leur itinéraire n'est pas simple, donc quantifier non plus, mais néanmoins, on a quand même des idées. Alors d'abord, on a une idée parce que de fait, pour partie, ils sont issus quand même de ceux qui ont choisi ou opté pour le refuge allemand. Donc ça, c'est l'épisode de Sigmaringen. Et là, on sait qu'effectivement, ce sont 20 000 à peu près Français et Françaises qui ont suivi les Allemands dans leur retraite et donc qui ont vécu ce premier refuge donc à Sigmaringen donc de l'été 44 au printemps 45. Et donc c'est ce noyau que ensuite se constitue le vivier des exilés, puisque en fait au printemps 45 ils sont face à un dilemme, soit ils reviennent éventuellement en France où pour se confronter à l'épuration, soit ils continuent leur exil. Donc là, une partie effectivement opte pour des exils dans d'autres pays voisins, donc par proximité, principalement les pays voisins de la France. Et le profil de ces gens ?
C'est les plus compromis, hein, donc ça ne fait aucun doute. Ce sont des intellectuels principalement. Alors, il y a deux, vous avez raison, il y a les collaborationnistes, c'est-à-dire ceux qui ont quand même fait le choix de s'engager, etc. Alors là, il y a deux mouvements principalement qui sont très très représentés, même surreprésentés dans les milieux d'exilés, c'est les miliciens et le Parti populaire français de Doriot, parce que ce sont les deux seuls mouvements qui ont organisé donc à la fois politique et milice. Voilà, donc ça c'est les gros bataillons des exilés de base. Et puis il y a un noyau bien sûr moins nombreux numériquement, mais important, qui est effectivement celui des intellectuels, des écrivains, donc de la presse collaborationniste notamment. Donc ça c'est effectivement le profil principal. Très peu d'ouvriers, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de partir. Alors c'est vrai qu'on n'est pas à égalité, vous avez raison, on n'est pas à égalité face à l'exil, hein, dans le sens où s'exiler, ça suppose un capital social, culturel, financier parfois, donc même s'ils se donnent des coups de main entre eux. Donc après, dans les rangs des miliciens, il peut y avoir des miliciens de base qui sont effectivement donc de milieux plus modestes, mais de fait, c'est l'exil n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais pour revenir à la réponse, effectivement, donc plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers d'individus qui s'exilent d'abord à Sigmaringen, enfin qui se réfugient à Sigmaringen, ensuite plusieurs milliers d'individus qui font le choix d'exil dans les pays voisins. On sait qu'il y a eu plusieurs milliers en Italie, plusieurs milliers en Espagne, plusieurs centaines sans doute en Suisse. Et puis ensuite, dans un troisième temps, quand ils essaient de réfléchir si à partir de 1946, ils doivent partir vers des exils plus lointains, parce que ça se fait dans un troisième temps seulement. Là, ce sont plusieurs centaines en Argentine notamment, etc. Donc c'est des milliers, de l'ordre de milliers de la centaine. Pour l'exil extérieur. Pour l'exil intérieur, on est sans doute dans un registre, effectivement, si on inclut les condamnations d'interdiction de séjour, d'interdiction de résidence, des changements d'identité, etc. Oui, on est de l'ordre là aussi de 10 à 20 000. Donc ça reste un fait marginal, entre guillemets, hein, n'oublions pas quand même, c'est toujours important pour vos auditeurs tous les historiennes qui ont travaillé aujourd'hui sur l'épuration estiment qu'elle a frappé d'une façon ou d'une autre sans doute près ou plus de 500 000 Français et Françaises. Donc, donc vous voyez bien que c'est un ordre de grandeur plutôt secondaire. Je voudrais juste faire une petite coupure. Je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes dans l'émission scientifique de Jean-Louis Coatrieux, Voyage extraordinaire dans les sciences. Et aujourd'hui, nous recevons Marc Bergère. Donc, ce sont les sciences humaines, comme on le dit, qui sont avec nous. Marc Bergère, qui est un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier, et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, de l'épuration. L'épuration, c'est qui prend différentes formes et nous parlons en particulier de son livre « Ligne de fuite » paru tout récemment au PUF. Et moi, je voudrais poser une petite question parce qu'elle me gratte la langue depuis un moment. Sur la couverture de ce livre, Ligne de fuite, il y a une magnifique photo de Louis-Ferdinand Céline. Alors, pourquoi enfin, Alors pourquoi ? Alors d'abord, si on est tout à fait honnête, c'est un choix de l'éditeur, hein, un choix d'éditeur assumé par l'auteur, hein, pleinement. Oui. D'abord parce que c'est une très belle photo. Assez méconnue de Céline. Donc quand elle m'a été proposée, j'ai d'emblée accepté ce visuel. Et puis bien sûr, ça fait sens. Ça fait sens à plus d'un titre. D'abord, il correspond justement, on parlait tout à l'heure à ces milieux justement intellectuels, collaborationnistes, dans une certaine mesure, notamment lui, en raison notamment de son antisémitisme débridé et d'ailleurs qui perdure, y compris pendant son exil, puisque j'ai travaillé sur ses carnets de prison. Donc ensuite, il est dans les wagons de Sigmaringen, qu'il quitte d'ailleurs avant même la chute de Sigmaringen, hein, puisque lui gagne le Danemark en fait dès le mois de mars 45 de mémoire. Ensuite, il est lui aussi en situation d'exil à l'étranger, donc au Danemark, avant de rentrer en France. Donc il cochait finalement toutes les cases. Et puis enfin, n'oublions pas qu'il fait partie de ces... je parlais de l'écriture, justement, il fait partie de ces exilés qui ont fait œuvre littéraire de leur exil, hein, puisque donc il a publié d'un château l'autre de son vivant, puis ensuite ont été publiés à titre posthume Rigaudon et Nord, qui sont des romans qui
traite de son exil, donc là aussi, il était finalement tout à fait indiqué pour effectivement donc figurer sur cette couverture. Alors moi je suis un admirateur éperdu de Louis-Ferdinand Céline, j'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main, on me le reproche d'ailleurs, j'ai des amis qui me disent mais comment tu peux lire cette littérature-là, qui n'est que haine, sarcasme, et puis bon, c'est très obsessionnel, hein, le style de Louis-Ferdinand Céline. J'ai un ami, par exemple, à chaque fois qu'il trouve dans un bouquin un passage pour dire que Céline était vraiment un salaud, il me l'envoie, il me dit, je dis oui, je sais bien, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais vous, en tant qu'historien, mais aussi en tant que lecteur et puis littéraire, hein, puisque vous avez hésité un petit peu entre la littérature et l'histoire. Comment vous le jugez, Louis-Ferdinand Céline, au point de vue littérature? D'abord, je le juge pas. C'est ça peut-être et c'est pas pour botter en touche. Je suis plus si c'est une formule que j'utilise dans ce livre-là ou dans un autre, puisque de fait, je l'avais déjà rencontré. C'est quand même un drôle de bonhomme, un drôle de client, comme vous le dites vous-même, de par ses engagements politiques et qui n'ont pas forcément attendu la Seconde Guerre mondiale pour se manifester. Ça, c'est important aussi à savoir. Oui. Il se trouve que moi, dans Vichy au Canada, j'avais croisé déjà Céline, hein, qui avait participé avant-guerre, donc bien avant l'occupation, bien avant le choc de la guerre. Qui avait donc ce qui montre bien que sa conversion et sa fascination pour le fascisme ou le nazisme était finalement antérieure. À partir à un congrès donc du Parti national fasciste d'Arcan, donc à la fin des années 30 donc au Canada, et donc comme je suis tombé sur les archives dans mon Vichy au Canada, j'étais revenu sur cette histoire célinienne donc, par rapport à ça. Et je pense que c'est plutôt dans ce livre antérieur que j'avais dit que voilà, pour moi, c'est une personnalité aussi considérable qu'insupportable, considérable d'un point de vue littéraire. On est bien d'accord, et insupportable de par ses choix et la façon dont il justifie. Parce qu'il écrit même dans ses carnets de prison. Alors là, au moment où on le voit sur la photo, il est finalement hospitalisé. Parce qu'il faut être honnête aussi, même s'il a été emprisonné au Danemark, il a passé la moitié, on va dire, de son emprisonnement à l'hôpital, finalement. Oui. Et donc là, c'est en 1947, il est finalement hospitalisé. C'est pour ça qu'il a une attitude quand même pour le moins décontractée pour un prisonnier. Parce que de fait, il est à ce moment-là. Donc oui, moi, je pense qu'il faut... il faut distinguer effectivement l'homme de l'œuvre, même si je dois bien connaître qu'il bénéficie quand même, par rapport à bien d'autres écrivains, d'une sorte de... je sais pas comment... d'attirance de fascination, mais qui est sans doute lié aussi à la dimension considérable justement de son œuvre ou de son style. On va pas aller trop vers la littérature. Non, c'était juste, Félix, mais bon, c'était une question qui me brûlait un peu. Et nous liserons. Voilà, et on en reparlera peut-être. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, restons sur tout ce qui fait le livre Ligne de fuite. Comment ça se passe pour ceux qui vont partir à l'étranger? On comprend qu'il y a un certain nombre de relais qui sont en place, et curieusement des relais qui peuvent fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qui ont pu protéger les résistants et en même temps qui vont protéger aussi ceux qui ont collaboré. Alors on est frappé évidemment par la position de l'Église. À ce niveau-là, c'est quelque chose qui est général partout, qui touche tous les pays européens en particulier, dans la première phase des exilés. Oui, alors de toute façon, vous avez raison, hein, on le disait tout à l'heure par rapport au capital social, culturel ou financier qu'il faut mobiliser pour s'exiler. Alors on peut peut-être si on est aventurier ou aventureux, on peut peut-être s'exiler, on peut peut-être soi-même se débrouiller, et sûrement que certains se sont débrouillés tout seuls, mais la plupart d'entre eux, il y a des filières. D'abord, il faut se procurer des faux papiers, donc c'est quand même un élément de base, et ça, c'est pas si facile que ça à faire. Ensuite, il faut pouvoir sortir quand même, il y a quand même des frontières à franchir, etc. Donc d'où l'enjeu des papiers. Donc il y a effectivement des filières, et l'une des filières, le rôle de l'Église est indiscutable de ce point de vue-là. Alors quand je dis l'Église,
pas forcément en tant qu'institution, mais d'hommes ou de femmes d'église, ça c'est indiscutable. Et vous avez raison, dans tous les pays. Donc, bien évidemment, par rapport à ça. Alors, il peut y avoir le cas que vous, et par honnêteté, effectivement, je l'ai signalé aussi. Il y a effectivement des lieux qui ont été des lieux d'hospitalité aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale pour des juifs allemands, des communistes, et qui ont abrité des collabos. Je pense notamment à l'abbaye d'Ancalcat, par exemple, dans le Tarn, etc., où ça me paraît clairement établi. Après, il y a quand même effectivement des engagements qui vont bien au-delà de cela, et avec effectivement un certain nombre d'hommes d'église qui, clairement, souvent par anticommunisme, car la guerre froide, ne l'oublions pas, arrive très très vite quand même après la Seconde Guerre mondiale, le font aussi par conviction ou par proximité idéologique avec les collabos. Mais donc ça, c'est plutôt pour le départ. Et puis, vous avez raison, il faut pouvoir atterrir quelque part quand on arrive dans un pays où on ne connaît pas forcément grand monde. Et donc, il y a ce que j'appelle, l'expression avait été d'ailleurs forgée par Luc von Dogen, qui avait travaillé sur l'exil des nazis, des fascistes italiens et des Français en Suisse. Il y a un accueil collabo. C'est-à-dire que très souvent, on voit que se mettent en place des structures spécifiques qui visent justement à aider ces exilés d'un genre particulier pour les solidarité, pour les aider matériellement, les aider à trouver un logement, les aider à trouver du travail, etc. Donc et de fait ça fonctionne très bien, ces sociabilités collabos entre eux, et de manière transnationale. C'est très intéressant à observer, c'est-à-dire que c'est pas forcément uniquement les Français, ça peut être les Français et les Belges, ça peut être aussi ça peut fonctionner aussi bien pour des Français que pour les nazis ou pour des fascistes italiens ou des oustachis croates. Donc c'est assez fascinant de voir ça. Et donc, et ça fonctionne bien. Je cite effectivement, il y a l'un des membres du comité d'accueil, de soutien, aux réfugiés politiques français, car c'est comme ça qu'ils les appelaient au Québec, qui dit. On va revenir sur le Québec. Qui dit entre plus, on se donne un coup de main. Et il y a autrement le grand-père de Jean Jardin, qui est quand même l'un des grands maîtres d'œuvre de l'exil suisse, justement, grand-père d'Alexandre Jardin, l'écrivain, qui dit que finalement, et je trouve que c'est une belle formule, c'est pour ça que je la reprends, que l'exil est une suite de services réciproques, mais c'est juste, parce que dans le sens où effectivement, il n'y a pas d'atterrissage réussi. Alors, encore une fois, avec beaucoup de prudence et de modestie pour l'historien, tout ça, c'est sous réserve des traces qu'on trouve dans les archives, car c'est comme un ouvrage de recherche, et donc qui s'appuie beaucoup sur les archives diplomatiques, notamment. Oui, pour ce qui est les références sont nombreuses. Voilà, parce que de fait, il se trouve que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces populations étaient quand même suivies et surveillées par les services français. Et donc, c'est finalement dans les archives diplomatiques françaises, des postes diplomatiques français à l'étranger, donc c'est les archives qui sont à Nantes aujourd'hui, qu'on trouve le plus de traces. Et de fait, il y avait des dossiers constitués. Alors en général, on les trouve, c'est pas très intuitif, donc dans un premier temps, ça peut troubler. On les trouve donc sous l'appellation réfugiés politiques, parce que de fait, ils sont exilés quand ils partent, mais quand ils arrivent dans un pays tiers, ils deviennent soudainement réfugiés politiques. Donc on s'attend pour le flot principal à plutôt les voir partir vers l'Espagne, vers le Portugal, par exemple. Bon, l'Italie, c'est peut-être un peu plus complexe, mais pour la première phase, c'est-à-dire les pays proches vous vous trompez pas. De la France. Vous vous trompez peu, parce que de fait... Mais en nombre, c'est pas forcément significatif, si. Ah si, les deux pays qui ont sans aucun doute... alors, si on chronologiquement 44-45, c'est plutôt Sigmaringen, mais après en 45, les deux pays qui accueillent le plus et plusieurs milliers dans les deux cas de réfugiés, c'est l'Espagne et l'Italie. Et l'Italie. Il y en a énormément en Italie. Le Portugal, non. Mais assez peu d'ailleurs au Portugal. Ça m'a frappé aussi pour le coup. Donc assez peu au Portugal. Il reste plutôt en Espagne. Et c'est vrai que... Et l'Italie beaucoup, parce que de fait, là, il y a une logique un peu géographique. Je suis historien, mais la géographie, c'est important aussi. Il se trouve que lorsque Sigmaringen est tombé, suite à la poussée, la proximité, ils n'ont pas eu d'autre choix, finalement. Et donc, ça a été effectivement une sorte de à la fois d'entonnoir, et ça a très bien été montré par plein d'historiens. Steinhacher, par exemple, qui a travaillé sur les nazis en fuite, le constate aussi. Si vous avez déjà lu aussi, c'est remarquable, c'est entre l'essai et le roman Philipp Sands, La filière, donc qui raconte effectivement l'exil d'un dignitaire nazi, Otto von Fachter. Il passe par Bolzano, Marano, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils sont arrivés tous dans le nord de l'Italie, et là, ça a été un véritable entonnoir. C'est le point de rencontre de tous les exilés quasiment. Et donc,
l'Italie était quand même plus une porte de sortie assez confortable, grâce notamment à certaines filières de l'Église, à certaines filières vaticanes, à certaines filières comme Monseigneur Cyril à Gênes, etc. Donc c'est vrai que Gênes, Rome, Naples étaient quand même des points de départ. Donc ils sont plusieurs milliers en Italie, plusieurs milliers en Espagne. Donc vous avez raison, c'est quand même les deux foyers principaux. Et c'est là d'ailleurs qu'ils attendent pour partir, de savoir s'ils vont rentrer en France si leur situation s'améliore, ou s'ils vont partir vers des exils plus lointains, parce qu'en fait ils n'entrent, quand on voit dans les archives du Canada ou de l'Argentine, etc., ou même d'ailleurs de l'Irlande, ils n'arrivent finalement dans ces pays-là qu'en 46, souvent. C'est dans le troisième temps, c'est un troisième cercle. Là, ils se disent que ils vont partir pour un exil cette fois-ci plus lointain, et dont ils imaginent bien qu'il sera peut-être plus durable. C'est vrai que l'image qu'on garde dans la plupart des cas, c'est de les voir émigrer après en Amérique du Sud, en fait, en Uruguay, en Argentine, dans tous ces pays-là. Or, il y a une émigration non négligeable vers le Québec. J'ai été surpris. Je ne soupçonnais même pas la chose, moi. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui ne les soupçonnaient pas. Les Canadiens eux-mêmes, peut-être, ne la soupçonnaient pas. S'il faut être... Oui, allez-y. Non, mais pourtant, on va y revenir après, parce que ils ont agi au Québec en plus. Mais bon, faisons déjà le point sur... Mais alors, disons-le clairement aussi, les Français sont plutôt minoritaires, puisque de fait, le Canada a accueilli beaucoup plus de collaborationnistes ou de criminels de guerre qu'on ne l'imaginait pendant très longtemps. C'est même devenu une véritable affaire d'État au Canada dans les années 80. Ça a suscité d'ailleurs une commission d'enquête mise en place par l'État, la commission dirigée par le juge Deschênes, qui m'a d'ailleurs beaucoup servi, moi, en tant qu'historien. Et on constate que finalement, un peu naïvement, on pourrait se dire, il y a beaucoup de collabos français peut-être avec le Québec. Il y en a eu, mais c'est une petite minorité par rapport au gros bataillon. Les Canadiens ont accueilli surtout beaucoup de... Allemands en particulier beaucoup d'Ukrainiens, donc notamment la division SS Galicie, beaucoup de Baltes, et pas mal de Hongrois, de communautés, et plus dans les provinces finalement de l'Ouest canadien, donc qu'au Canada français. Et qu'est-ce qui explique ça? Alors, une permissivité du Canada Oui, l'anticommunisme aussi, les liens aussi avec la Grande-Bretagne, qui à un moment donné s'est retrouvé notamment avec plusieurs centaines de prisonniers de guerre qui étaient issus de cette fameuse division SS Galicie, dont ils ne savaient que faire. Ils se disaient bien que s'ils les renvoyaient de l'autre côté le rideau de fer, une mort certaine les attendait. Donc en pleine période de guerre froide, ils n'ont pas voulu faire ça. Et donc ils ont vivement recommandé donc au Canada de les accueillir en disant vous avez déjà une grosse communauté ukrainienne dans les plaines, et donc c'est comme ça que le Canada en a accueilli plusieurs centaines. Mais on a un collègue de Toronto qui s'appelle Howard Margolian, qui a déjà établi très clairement les choses. On estime qu'entre 45 et 55, le Canada aurait accueilli peut-être 1500 à 2000 personnalités compromises donc, dans leurs pays respectifs sous occupation. Et donc, vous voyez, les Français ne pèsent que quelques dizaines à côté de ça. Donc, c'est des gros bataillons, ils sont ailleurs. Alors, n'oublions pas qu'à ce moment-là, le flux migratoire au Canada reprend. Et donc, ce sont, vous voyez, on va dire 1000 à 2000, alors que le Canada, de mémoire, je crois, entre 45 et 55, accueille, je crois, 1 500 000 personnes. Donc, bien sûr, pour eux, en plus, c'est très facile de se fondre dans ces flux. Alors, il y a ce qui serait intéressant aussi de discuter avec vous, c'est leur vie dans les pays dans lesquels ils vont atterrir. Parce que il y a une diversité très très grande, je trouve, à travers le livre. Il y en a qui s'intègrent, qui disparaissent quelque part, enfin qui sont silencieux. Puis il y en a d'autres, par contre, alors ils vont s'organiser la plupart du temps, mais sans s'afficher. Et dans d'autres cas, c'est au contraire, on affiche son appartenance à cette collaboration, et en particulier au Québec, je crois qu'il y a eu une revendication quelque part de leur identité politique. Alors c'est compliqué de savoir. Comment ça fonctionne, ces choses-là? Vous mettez le doigt parfaitement sur... C'est frustrant pour l'historien, d'abord. Parce que, de fait, comme je vous le dis, on est quand même condamné
l'historien est condamné par le régime de la trace, de la preuve, de l'indice. Et c'est vrai que ils en laissent pas forcément autant qu'on ne voudrait parfois. Donc il faut rester modeste sur ces conclusions parce que de fait il y a ceux qui se sont peut-être tout simplement fondus et fait oublier et dont les archives n'ont plus conservé trace. Donc déjà on est obligé de travailler que sur ceux qui en ont laissé. Sur cela, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'effectivement, se joue un petit peu comme dans toute mécanique d'exil. Je pense l'exil est parfois synonyme de déclassement pour certains. Avec des atterrissages quand même parfois douloureux, difficiles. Refaire sa vie, c'est pas si simple que cela. Des familles qui se fracassent aussi, parce que j'essaie de travailler sur l'exil comme expérience familiale aussi. Toutes les familles ne résistent pas forcément à l'exil non plus. Donc par rapport à ça, donc il y a cette dimension-là. Puis il y a ceux effectivement qui, au fil du temps, se sont effectivement installés, ont plus ou moins aidés par les réseaux dont je parlais tout à l'heure. Mais par contre, il y a un point commun, et qui n'est pas spécifique, malheureusement, si je puis dire, au Québec. Ce serait mieux, mais ce n'est pas le cas. C'est qu'effectivement, et encore une fois, sous réserve de celles et ceux qui laissent des traces, toutes celles et ceux qui ont laissé des traces, moi, ce qui m'a frappé et troublé un peu, d'ailleurs, et le livre se termine un peu là-dessus, c'est que, sauf très très rare exception, il n'exprime donc effectivement ni regret ni remords, et au contraire, très vite il reconstitue dans tous ces pays tiers des foyers d'idéologie néo-vichistes, néo-fascistes, néo-nazis, et surtout, le plus intéressant et révélateur aussi, c'est que j'ai pu établir effectivement aussi dans ce livre que très tôt, dès la fin des années 40, avant même qu'on ne parle de négationnisme, on ne parlait pas d'ailleurs de négationnisme à ce moment-là, mais ces microcosmes co-labo et transnationaux, parce que c'est important de savoir que tous ces gens coopèrent entre eux. Vos jeunes auditeurs, je le dis souvent à mes étudiants, qui peut-être connaissent le film OSS 117, où Jean Dujardin se présente en Amérique latine dans une ambassade d'Allemagne pour demander s'il n'y a pas une amicale d'anciens nazis, et qui se fait bien sûr reconduire manu militari, ça fait rire. On se dit, et finalement, c'est pas si risible que ça, et c'est pas si grossier que cela, dans le sens où, effectivement, ces sociabilités existaient bien, cette presse existait, ils avaient leur propre presse, etc. Et l'une des stars des milieux, si je puis dire, j'ai peine à dire ça, mais l'une des stars donc des milieux, de ces milieux collaborationnistes en exil, et partout, en Suisse, en Argentine, en Espagne, au Canada, c'est Bardèche, par exemple, qui devient très tôt l'un des premiers promoteurs du révisionnisme, qui conteste très tôt, presque immédiatement. Il écrit des pamphlets contre Nuremberg, et immédiatement, il conteste les chiffres, il conteste les fameux millions de morts, etc. Et tout ça, c'est repris dans une presse, dans Der Weg, par exemple, qui est une presse très clairement nazie, qui a été diffusée à partir de l'Argentine, et dans toute l'Amérique latine, et bien au-delà, mais aussi dans Parole française. Enfin, c'est tout à fait fascinant de voir que ces microcosmes collabos, et ils sont en relation les uns avec les autres aussi. C'est ça qui il y a des liens épistolaires, il n'y avait pas d'internet, mais moi ça m'a fasciné, puisque de fait par cette recherche, il se trouve que j'ai sympathisé avec justement un fils de milicien, donc dont les parents se sont réfugiés au Canada, qui fort légitimement a fait sa vie au Canada. Et un jour, que dans une conversation, je lui citais un autre couple de médecins, car c'était des médecins qui étaient eux réfugiés en Argentine, en disant est-ce que peut-être que vos parents connaissaient le docteur Attel qui était de Limoges, parce que lui était de Poitiers. Il me dit mais oui, mais non seulement on les connaissait bien, mais une fois, mais ils venaient tous les étés en vacances. C'est-à-dire que ces gens-là, les uns réfugiés au Canada, les autres réfugiés en Argentine, étaient restés suffisamment en vacances suffisamment restés en contact pour pouvoir continuer à se voir. Donc ces microcosmes existaient. C'est pas un fantasme, ça, par contre. C'est impressionnant de voir comment on peut, malgré l'éparpillement, malgré la fuite individuelle, principalement, même s'il y avait des groupes de temps en temps, comment reconstituer finalement c'est beaucoup la presse, tissu, c'est beaucoup la presse et des correspondances, c'est beaucoup des liens épistolaires. C'est comme ça qu'il y a beaucoup qui correspondent. On a envie de vous poser en même temps la question. Bon, ils sont exilés, mais ça veut dire qu'ils ont peut-être eu des condamnations quand même qui... ils sont tous sous le coup de condamnations lourdes. Ils sont tous quasiment sous le coup de condamnations, beaucoup à mort. Mais donc par ils ne devraient contumace. pas se faire rendre... Enfin, ils devraient être invisibles plutôt. Oui, mais ils savent la plupart dans un certain nombre de pays, ils savent qu'ils ne risquent pas l'extradition. Donc, par rapport à ça, beaucoup de pays, y compris d'ailleurs démocratiques, étant réticents à renvoyer dans leur pays des gens qui risquent des condamnations, y compris la peine capitale, pour délit d'opinion, entre guillemets. Car de fait, sauf s'ils ont du sang, et là, ça c'est un problème, et même l'Espagne a beaucoup joué là-dessus, l'Espagne qui s'est engagée auprès des Alliés normalement à renvoyer les criminels de guerre, mais criminels de guerre au sens de statut de Nuremberg, etc.,
disait, mais jusqu'à preuve du contraire, les gens dont vous me parlez, là, ils n'ont pas ce statut de criminel de guerre. C'est des collabos, mais ce n'est pas des criminels de guerre. Donc l'Italie elle-même... Oui, il y a toujours du flou. Voilà, mais ce qui me frappe, c'est que même les pays démocratiques, voilà, je le dis, il y a eu des complicités, ça c'est sûr. Il est évident que le régime de Franco, le régime de... Mais même en France, des complicités, même en France, pour protéger sans doute, les exilés. Oui, sans aucun doute. Oui, il y avait là aussi des filières par rapport à ça. Les condamnations, il y a beaucoup de condamnés à mort, par exemple, ou c'était des condamnés... Beaucoup de condamnés à mort par contumace, même si on sait que les peines par contumace, c'était par définition un peu symbolique. Mais oui, c'est beaucoup de condamnations lourdes. Hein. Ce sont que les plus gros, la plupart du temps, qui s'exilent par rapport à ça. Et donc, de fait, ils ont d'ailleurs 2 fenêtres de tir ensuite pour revenir. Ils peuvent revenir. Certains ont fait le choix de revenir au moment de l'amnistie, des lois d'amnistie des années 50. Oui. Mais en raison de leur condamnation lourde, parfois l'amnistie ne suffisait pas et donc ils n'étaient pas en capacité de revenir vraiment. Donc il y a un deuxième temps de retour possible dans les années 60 au moment de la prescription des peines. Donc, et là, ça a été le cas pour beaucoup une partie, c'est difficile parce qu'on perd souvent leurs traces, mais pour ceux qui rentrent, effectivement, ils rentrent soit dans l'une ou dans l'autre de ces fenêtres qui leur étaient offertes en raison de leur trajectoire pénale, quoi. Mmh. Et leur famille, les ruptures familiales qu'il y a eu J'ai essayé vraiment de m'y intéresser. Je fais un chapitre là-dessus, parce que de fait, là aussi, et c'est important, parce que j'ai toujours été très sensible au regard genré, notamment qu'on doit porter sur nos sources. Les femmes sont souvent les grandes absentes des archives, qui sont très silencieuses sur elles. C'est étonnant. Hein, alors qu'effectivement, par définition, alors d'abord, il ne faut pas nier le fait qu'une partie d'entre elles avait pu partager les convictions, et même plus que cela, éventuellement de leur mari, que certaines d'ailleurs sont elles-mêmes des exilés par rapport à cela, en tant que collaborationniste, si je puis dire, à temps plein. Et puis, il y a aussi toutes ces familles qui, la plupart du temps, viennent dans un second temps. C'est souvent, effectivement, c'est le processus classique, en fait, il faut bien reconnaître, de l'exil, où c'est souvent un élément de la famille qui part en éclaireur, si je puis dire, qui voit s'il peut déjà trouver un logement, etc., et qui ensuite fait venir sa famille. Mais la plupart des familles, pour celles qui résistent à l'exil, parce que c'est aussi un grand... l'exil est aussi un temps de décomposition et de recomposition familiale. C'est comme ça que... Et recomposition de la vie, en fait. Voilà, et puis des fratries qui ont des regards très différents sur... oui, justement. Je le cite pour Mordrel, par exemple, le breton... parce que entre ceux qui ont connu l'occupation, la fuite et toutes les conséquences aussi, et puis des enfants nés en exil, qui par définition portent un regard tout à fait différent. Beaucoup sont revenus, par exemple, après ces enfants de l'exil. Est-ce qu'il y en a qui ont rompu avec leur famille Oui, il y a les deux cas. Il y en a qui épousent la cause, parce que c'est aussi, mais vous avez raison, c'est une dimension importante, et c'est une dimension que je voudrais creuser d'ailleurs, que j'aborde dans le livre, mais qui est apparu au fur et à mesure du livre et que je voudrais creuser, c'est la mémoire familiale, tout ça. Oui. Parce que je pense qu'on a un véritable objet, la mémoire familiale, de voir comment tout ça s'est transmis dans les familles. D'une manière générale, c'est vrai, de façon de l'histoire, donc de la collaboration, qui est une histoire, je pense, très française, quand on y réfléchit bien, et donc qui a concerné beaucoup plus de gens aussi qu'on a longtemps pensé ou dit. Et ça me frappe d'ailleurs, on pensait tout à l'heure, si je reviens un petit peu au début de notre entretien, où... quand j'ai commencé mes travaux dans les années 90-2000, on me questionnait de manière un petit peu parfois pas suspicieuse, mais en me disant pourquoi vous avez finalement choisi ce sujet-là alors qu'il y a des phases plus glorieuses, entre guillemets, l'histoire de France, comme la résistance, etc. Pourquoi les collabos, quoi. Et alors même qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas une seule conférence ou rencontre que je fais où il n'y a pas quelqu'un, alors c'est rare, parfois ils le disent publiquement, mais c'est moins fréquent, mais qui viennent me voir à la fin de la rencontre pour me dire moi je suis issu d'une famille de collabos, ça m'intéresse vraiment de comprendre, voilà, c'est une mémoire qui n'a pas toujours été assumée dans la famille, qui a parfois été difficile à porter, etc. Donc je vois bien que là, je pense qu'il y a un moment, on est arrivé à un moment où, et on le voit bien à travers toute une série d'écrivains aussi, ou de collègues, qui ont écrit effectivement, Sorge Chalandon, qui a écrit Enfant de salaud récemment, on parlait d'Alexandre Jardin, qui a écrit sur son grand-père, Emmanuel Carrère, qui a écrit sur son grand-père, Jamais, qui a écrit sur son père, enfin on voit bien qu'il y a toute ce que Rigolo a appelé les enfants de l'épuration, les petits-enfants de l'épuration, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'écrits. Notre collègue récemment, Cécile Desprairies, qui a publié un roman qui s'appelle La propagandiste, en 2023 de mémoire.
Bon, elle a choisi le roman pour se trouver une bonne distance, mais elle n'a jamais caché que c'était l'itinéraire de sa mère. Donc on voit bien qu'il y a quand même, on arrive à un moment où c'est peut-être plus audible aussi de la société française, je sais pas, par rapport à ça, mais cette histoire familiale, c'est un pan qui est encore un peu aveugle et qu'il faudrait donc explorer. C'est ça qui peut te passionner, Félix, c'est-à-dire absolument. Comment l'histoire peut être une source fabuleuse pour des romans, pour des récits, faire revivre des personnages. Enfin, alors je sais pas, c'est le côté littéraire marque plus le côté historien. Bon ben. C'est une unité quand même assez extraordinaire. Hein. Ah oui, il y a un potentiel romanesque tout à fait incroyable dans tout cela. Ce qui d'ailleurs a fasciné longtemps et les romanciers et aussi une certaine presse d'investigation par rapport à cela. Donc oui, c'est vrai que ça joue donc beaucoup dans mon attrait pour le sujet. Alors là, on a parlé de la France et des problèmes de collaboration, mais ce dilemme finalement, collaborer avec une dictature, collaborer avec des extrémistes qui soient de toute nature. Est-ce que aujourd'hui, on le voit ailleurs et on voit les mêmes coupures, les mêmes. Pour un historien aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, est-ce que le fait de connaître ce qui s'est passé au moment de la guerre et ce qui s'est passé ensuite, est-ce que ça a des résonances particulières ou un regard particulier qui est porté sur l'actualité d'aujourd'hui ? Alors, un regard particulier, oui, je pense, et si j'ai un message à faire passer à vos jeunes auditeurs, je le dirai tout à l'heure, mais par rapport à l'écho, effectivement, on voit bien que les mêmes situations conduisent souvent à des effets, en tout cas comparables. Ce sont souvent pas les mêmes, parce que justement, je pense pas que l'histoire se répète, hein, mais par exemple, on voit bien que dans la guerre en Ukraine et dans les zones occupées successivement, d'ailleurs, par les différentes armées, j'étais d'ailleurs scrupuleusement gardé, il est régulièrement question de collaboration, de procès, de collabos, etc. Et donc, on voit bien que... C'est déchirant. Voilà, c'est déchirant. Et on voit bien combien aussi la propagande russe instrumentalise la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans des conditions tout à fait incroyables donc, par rapport à ça. Après, c'est en termes de message que moi je tire de tout cela et qui revient aussi à pourquoi je me suis intéressé à cela, et qui peut être un message aussi de fin peut-être pour vos auditeurs, notamment pour les plus jeunes d'entre eux. Moi, effectivement, pourquoi j'ai choisi cette zone grise ? Parce que de fait, pour moi, faire de l'histoire, c'est apprendre à penser la complexité et c'est apprendre aussi à accepter le passé tel qu'il a été. Complexité humaine, complexité des sociétés, complexité des choix, complexité des comportements. Voilà, et restituer à distance aussi avec restituer le passé dans son contexte me paraît essentiel. L'altérité du passé, parce que de fait, et avec effectivement le risque qui me paraît dominant aujourd'hui dans la façon de penser notre époque, hein, qui est effectivement, on est beaucoup aujourd'hui, je trouve, dans le jugement, dans la dénonciation. Or, moi, je pense que c'est pas en tout cas le job de l'historien. Comme citoyen, je peux avoir mon opinion, mais en tant qu'historien, je préfère effectivement questionner les zones grises et faire l'histoire, c'est vraiment essayer de sortir de ce prêt-à-penser binaire pour essayer de penser cette complexité donc des choses et l'histoire telle qu'elle a été. Ça me paraît effectivement important. J'avais, lors d'un précédent ouvrage, mis en exergue une citation de Stefan Zweig, au sein de laquelle il disait « J'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger ». Et effectivement, c'est un peu ça qui guide aussi ma façon de penser l'histoire. Parce que juger le passé, c'est s'exposer à ne pas le comprendre. Et effectivement, et chercher à se construire contre le passé ne me paraît pas non plus être très sain pour une société. Je pense qu'il vaut mieux d'abord l'accepter tel qu'il a été. Pour accepter tel qu'il a été, il faut apprendre d'abord à le connaître. Mais il faut être aussi en capacité de se remettre dans la distance au temps et le contexte. Ça ne veut pas dire ni excuser. Moi, voilà, je n'excuse et je ne juge personne, mais j'essaie de donner les matériaux pour essayer de mieux comprendre ce qu'était ce passé dans le contexte qui était celui de l'époque. De l'époque. Alors, peut-être, je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. Alors, il ne nous reste pas de temps. Alors, peut-être un mot pour nos jeunes auditeurs. Voilà. Là, il a été déjà donné en partie, je pense, mais...
Eh ben donc, écoutez, oui, justement, pour les jeunes, vos jeunes auditeurs, je pense qu'il y a plusieurs pistes possibles dans ce qu'on a pu dire. D'abord, celle par laquelle on a commencé, de dire que une vie et une carrière et une trajectoire intellectuelle et professionnelle, c'est long. Et donc, on n'est jamais enfermé définitivement dans une voie. Voilà, et qu'il y a plein de voies, plein de bifurcations, plein d'opportunités qui peuvent se proposer, donc, au fil des rencontres et des opportunités. Donc, il faut savoir les saisir par rapport à cela. Et puis, de fait, oui, je pense que c'est important, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la désinformation, etc., ce que je disais tout à l'heure sur cette capacité à penser la complexité, ça me paraît quelque chose d'essentiel à marteler. Je pense qu'il faut se méfier du prêt-à-penser un peu binaire qu'on nous sort donc, aujourd'hui, où il y aurait les bons et les méchants d'un côté, etc. C'est jamais aussi simple que cela. Et donc, voilà, il faut être en capacité à s'armer pour faire l'effort de comprendre. Voilà, comprendre pour être le mot-clé, là, aussi, voilà, en quelque sorte. Voilà, c'est d'ailleurs, pour moi, ce qui distingue clairement l'histoire de la mémoire. Donc, où, effectivement, dans l'histoire, il y a une sorte de quête de sens, alors que dans la mémoire, qui est tout à fait respectable, c'est l'approche sensible du passé, qui peut parfois être douloureuse, traumatique, etc. Donc, on peut comprendre les raisons et les mécanismes, mais faire de l'histoire, c'est d'abord essayer de donner du sens à ce passé pour être un citoyen, justement, éclairé et entier et responsable. Merci Marc. Marc. Merci à vous deux. J'espère ne pas avoir été trop bavard. On en prendrait bien plus, mais on aura l'occasion, j'espère, de se retrouver pour parler plus précisément autour de ce livre, Ligne de fuite, qui est... Et peut-être, à mon avis, d'un sujet qu'on a moins exploré aujourd'hui, sauf à travers le portrait de Michel Mort, la littérature et... Oui, absolument, oui. Et la collaboration, qui est un sujet, alors, aussi très, très intéressant. Donc, merci à tous les deux, Marc et Jean-Louis. C'était Voyage extraordinaire dans les sciences. Aujourd'hui, c'était Sciences humaines avec Marc Bergère, historien, professeur à l'université Rennes 2. Et en même temps qu'un historien, je pense que c'est quelqu'un qui écrit brillamment et nous aurons plaisir à nous retrouver dans une émission littéraire l'année prochaine maintenant. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs et à bientôt.